Bonjour, je vous remercie de nous rejoindre sur ce forum de l'orientation post-bac en mode virtuel. Donc nous clôturons cet après-midi par des formations liées aux sciences de la vie et sciences de la vie accès santé. Je vous rappelle également que nous avons mis sur le site de la DG2E des supports, que ce soit des capsules vidéo, des PowerPoint et des compléments d'information par rapport à toutes les tables rondes qui ont eu lieu depuis hier matin et que nous continuerons d'alimenter dans les jours et les semaines qui viennent. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir cette page. Par rapport au déroulement de cette table ronde, donc elle se fera en deux parties. Une première partie d'échange avec nos intervenants et intervenantes et une deuxième partie qui sera dédiée à la réponse aux questions que vous nous poserez via le chat de Zoom. Donc il suffit que vous tapiez votre question dans l'onglet discussion et elles nous seront relayées pour qu'on puisse les aborder dans la deuxième partie. Donc je vous invite vraiment à être actifs sur ce chat et toutes les questions auxquelles nous n'aurons peut-être pas le temps de répondre cet après-midi seront traitées dans la foire aux questions du site de la DG2E. Donc nous allons commencer la table ronde par la présentation des intervenants. Donc je vous cède la parole. Je vous laisse vous présenter. Donc, bonjour à tous. Je suis Marina Demoy-Schneider et je suis enseignante dans la licence Sciences de la vie, que je vais représenter cet après-midi. Bonjour à tous, je suis Nelly Schmitt, je suis la directrice d'études de la licence Sciences de la vie Accès Santé. Merci. Bonjour à tous, je suis Poinaiki Millar, étudiant en deuxième année de licence Sciences de la vie. Bonjour à tous, je m'appelle Rohiyat Ihariva'a et je suis également étudiant en deuxième année en sciences de la vie. Merci beaucoup. Donc on va commencer par des questions pour les enseignantes. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu quels sont les objectifs de vos formations ? Je commence par la licence Sciences de la vie. Donc, l'objectif, c'est d'obtenir sa licence, qui est un niveau Bac plus 3. Donc, dans cette licence Sciences de la vie, nous avons deux parcours affichés en troisième année. Un parcours qui s'attache plus à la biodiversité, à l'écologie, et un parcours qui s'attache à la biologie, la biochimie et la physiologie. Donc l'objectif, c'est d'obtenir sa licence en vue éventuellement de continuer des études longues en master, puis pourquoi pas en doctorat, dans les domaines des sciences de la vie. Alors pour ce qui est de la licence Sciences de la vie Accès Santé, comme son nom l'indique, l'objectif c'est de vous amener vers les études de santé, c'est-à-dire les formations de médecine, pharmacie, odontologie et sage-femme. La différence par rapport aux années précédentes où nous avions la PACES, c'est que même si vous n'avez pas accès à ces filières santé, à partir du moment où vous obtenez quand même vos OCTS, votre année, vous pouvez quand même obtenir une licence en parallèle de cet accès aux filières de santé. Donc ça évite un petit peu de perdre des années, comme ça pouvait être le cas par le passé avec la PACES. Donc, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu viens d'évoquer différentes spécialités. Est-ce qu'il y a un nombre de places limité dans ces différentes spécialités ? Oui, bien sûr. Alors, il ne suffit pas d'acquérir sa première année de licence pour automatiquement accéder aux études de santé. Il y a effectivement une sélection des étudiants qui est faite en fonction du nombre de places qui sera offerte chaque année et en fonction également de l'année dans la licence. On a des quotas en fait, de places différentes entre la L1 et la L2 et la L3. Et ce sont des quotas, des places qui sont prédéterminées ou comment s'effectue ce Alors, ces calcul-là ? places sont prédéterminées par discussion notamment avec l'Université de Bordeaux, puisque c'est l'Université de Bordeaux qui va accueillir nos étudiants pour les filières médecine, pharmacie et odontologie. Et ces places sont en fait discutées en amont entre les régions et les universités en fonction des besoins en fait, en santé, en personnel médical pour ces régions. Et donc ces universités nous octroient un certain nombre de places. D'accord. Donc c'est pas extensible, on a vraiment un nombre de places quand même limité. Et pour l'école de sage-femme, c'est une discussion qui s'effectue avec le ministère de la Santé en fonction des places, des postes ensuite de sage-femme disponibles pour le territoire.
Donc est-ce qu'il y aurait éventuellement une stratégie à conseiller aux aux élèves de lycée qui souhaitent s'orienter vers le LAS? Alors, il est certain que pour réussir à obtenir une place dans ces filières, il faut une bonne capacité de travail, puisqu'effectivement, la masse de travail à fournir est, je pense, légèrement, est supérieure à ce qu'on peut exiger d'un étudiant en L1 sciences de la vie. Il y a effectivement des unités spécifiques à santé qui demandent du travail. Donc il faut passer une année quand même à travailler très très sérieusement. Justement, ça me permet donc de poursuivre sur ces questions. Quelles seraient les exigences particulières dans ces formations et quels seraient les conseils de réussite que vous pourriez donner aux lycéens? Alors pour la licence Accès Santé, il faut absolument avoir déjà une culture en sciences de la vie, c'est important. Il faut aussi un bon niveau en chimie et un bon niveau en physique. Voilà, je pense que c'est vraiment en sciences physiques, c'est vraiment les 3 domaines majoritaires. D'accord. Et pour la licence sciences de la vie? Pour la licence sciences de la vie, effectivement, avoir de bonnes notions en sciences de la vie et de la Terre, puisque c'est ce qui est enseigné au lycée, en sciences physiques, chimie, un petit peu de mathématiques et de la culture générale également. Je dirais que, comme dans toutes les licences, si on veut réussir, il faut travailler, donc il faut avoir une bonne capacité de travail, une certaine autonomie, parce que au lycée, on est très très encadré, à l'université un petit peu aussi, mais on doit acquérir une certaine autonomie au fur et à mesure des années, et c'est vrai que ça se travaille, ça s'acquiert, et je pense que ça c'est la clé de la réussite, beaucoup de travail et l'acquisition de l'autonomie. Donc, au-delà des résultats scolaires, quels sont les éléments de la candidature dont vous tenez compte pour la sélection dans vos filières? Alors en ce qui nous concerne, on privilégie bien sûr les baccalauréats à connotation scientifique, ça c'est certain. Ensuite, jusqu'à maintenant, on a vu toujours suffisamment de place pour accueillir les lycéens, sans avoir besoin de faire une sélection sur les notes. Mais c'est sûr que c'est plutôt les filières générales qui ont une place privilégiée, et filières technologiques n'ayant pas des profils suffisamment bien adaptés. D'accord. Ensuite, ce que je pourrais rajouter sur la partie sélection pour les filières santé, c'est que les étudiants vont être jugés à la fin de leur année, à la fois sur les résultats de la licence, mais ils auront ensuite des oraux. Donc dans ces oraux, on va essayer d'apprécier leur candidature sous un autre éclairage, à la fois sur leur motivation pour effectuer ces métiers qui sont quand même très exigeants, et donc sur l'empathie qu'ils peuvent aussi avoir, et sur cette capacité à rebondir éventuellement sur des questions de santé. Voilà. On va essayer vraiment de les juger sur autre chose qu'un travail scolaire. D'accord, très bien. Et pour la licence sciences de la vie? Pour la licence sciences de la vie, donc de la même façon, les élèves qui ont choisi une spécialité sciences de la vie et de la terre, sciences physiques, chimie, seront des élèves qui sont plus à même de réussir, bien sûr, dans une licence sciences de la vie. Je dirais que c'est aussi sur la lettre de motivation, le projet personnel et professionnel, qu'on va sélectionner nos futurs étudiants, même si effectivement, dans une licence qui n'est pas une filière sélective, on va accepter les candidats provenant d'une filière générale, mais bien sûr ceux qui sont issus, ceux qui ont choisi les spécialités SVT, sciences physiques, chimie ou mathématiques seront les plus à même de réussir. Donc c'est ceux-là qu'on va privilégier, sachant que les autres seront aussi acceptés, mais devront fournir beaucoup plus de travail pour acquérir les notions qu'ils n'auront pas acquises au lycée. Donc effectivement, en sciences de la vie, en licence sciences de la vie, on peut éventuellement ne pas avoir un bac général au départ, on peut y arriver, mais ça nécessite un effort supplémentaire. Oui. Alors on a aussi pour les élèves qui sont issus de filières technologiques, on a l'année de transition qui leur permet d'acquérir ces bases. Donc à l'université, on a donc les parcours adaptés ce sont des parcours
dont les étudiants ont reçu WICI sur Parcoursup, donc qui ont un profil plutôt technologique et qui vont avoir besoin d'acquérir les bases des filières générales, en biologie, en chimie, en mathématiques, en physique, de façon à pouvoir bien réussir leur licence. Donc on leur offre cette possibilité d'une année de transition, d'adaptation au travail universitaire, pour leur permettre de rebondir, de réussir soit à l'université, soit dans une autre voie qu'ils pourraient choisir donc à l'issue de cette année de transition. D'accord, très bien. Alors, on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail des formations. Est-ce qu'il y a des matières, évidemment, qui n'existent pas au lycée, mais que les élèves vont découvrir en première année? Vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu quels sont les types de matières et aussi la différence entre un cours magistral, un TD, ce genre d'aspect. Oui, alors sur les matières, effectivement, il y a des matières très spécifiques qui vont être enseignées, notamment au niveau des UE santé, où il y a par exemple une UE biomatériaux pour les étudiants qui voudront choisir odontologie. Donc voilà, des choses qui vont vraiment changer du lycée. Alors sur le déroulement de l'année, c'est un petit peu spécifique pour la licence Accès Santé, parce que nous avons à la fois des enseignants qui sont locaux, et donc qui vont faire des cours magistraux, c'est-à-dire des cours en amphithéâtre, mais nous avons aussi des enregistrements vidéo de cours qui sont donnés par Bordeaux, parce que nous ne disposons pas des enseignants avec ces spécialités sur le territoire. Donc c'est vraiment un enseignement mixte, avec à la fois du distanciel et du présentiel. Donc quand c'est du présentiel, il peut y avoir à la fois des cours magistraux, donc cours en amphi, des travaux dirigés, qui sont plus vus comme des préparations, pratique, des révisions pour les examens finaux. Et puis, pour les matières sciences de la vie qui sont communes justement à la première année de licence sciences de la vie, il y aura en plus des travaux pratiques, donc des manipulations qui seront à faire en laboratoire. Alors notre licence sciences de la vie est une licence scientifique classique, avec une partie de cours magistraux, des travaux dirigés et également des travaux pratiques. Donc on a beaucoup de travaux pratiques à partir du second semestre. C'est vrai que le premier semestre est dédié plus à de la méthodologie. Aussi bien en sciences qu'en méthodologie écrite et orale. On a aussi l'évaluation des compétences numériques et bureautiques qui amène à la certification PICS. Et puis à partir du second semestre, on se spécialise plus dans les domaines de sciences de la vie. Donc on a de la biologie cellulaire, de l'histologie, de la biologie végétale, mais également l'initiation aux sciences environnementales, de façon à diversifier un petit peu les connaissances. Et puis, on se spécialise de plus en plus au troisième semestre, au quatrième semestre. Et on a donc deux parcours distincts, comme je le disais tout à l'heure. Un tourné vers la biodiversité et l'écologie, et puis l'autre vers un parcours un peu plus biologie, biochimie, biologie moléculaire, donc pour permettre justement de diversifier les publics en fonction des aspirations, sachant que ce sont deux domaines quand même bien différents qui amènent sur une ouverture variée aussi de métiers. Alors justement, c'est une bonne transition. Quel genre de débouché y a-t-il à l'issue d'une licence sciences de la vie? Est-ce qu'on peut s'insérer directement dans le monde professionnel, ou est-ce qu'il est préférable de pousser vers un master? Alors là, je dirais que la licence, elle est faite pour poursuivre. On a beaucoup de masters qui sont dans la continuité de notre licence sciences de la vie. On peut se tourner soit vers l'enseignement, alors en choisissant donc un master MEF, soit vers des masters variés, qui peuvent être tournés vers l'environnement, plus vers la communication, vers la biologie un peu plus pure, je dirais, avec les différentes disciplines de biologie, l'immunologie, la microbiologie par exemple. Et pour ceux qui voudraient continuer, on peut s'inscrire dans le LMD, licence master doctorat, avec un bac+8, doctorat très très spécialisé ensuite. Mais il existe tout un éventail de masters après une licence sciences de la vie dans des domaines quand même très variés. D'accord. Donc là, comme vous l'avez entendu, il y a une multitude de spécialités, que ce soit dans l'une des licences ou dans l'autre.
il faut que vous commenciez à réfléchir à votre projet professionnel pour mieux construire votre projet d'études. Et pour ça, il ne faut vraiment pas hésiter à vous appuyer sur les psychologues de l'éducation nationale et les conseillères d'orientation qui sont au sein de vos établissements, mais aussi sur le CIO qui sont là pour vous accompagner et vous aider dans la construction de votre projet. Et surtout de vous informer un maximum à la fois sur les formations, mais peut-être déjà de commencer à réfléchir à quel métier vous souhaiteriez effectuer plus tard, ou du moins dans quel secteur d'activité vous aimeriez évoluer. Ça va vous permettre, dans le courant de vos études, de choisir une spécialité plutôt qu'une autre. Je me tourne maintenant vers les étudiants. Donc, vous êtes tous les deux en deuxième année de licence sciences de la vie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui vous plaît dans cette formation ? Alors, pour ma part, ce qui me plaît dans cette formation, c'est l'approche privilégiée qu'on a avec l'environnement. On étudie bien sûr des sujets comme la microbiologie ou bien la biologie des molécules, mais on a aussi... à part ça, on a aussi cette idée de défendre des sujets sur l'environnement, que ce soit le réchauffement climatique ou bien le blanchissement des coraux. On porte à cœur beaucoup de projets qu'on aimerait mettre en place. C'est surtout grâce à nos enseignants qui nous donnent la motivation de partager ça avec vous. Et c'est ce qui me plaît dans cette filière. Pour ma part, c'est exactement la même chose que Rohé a dit, parce que on est au 21e siècle et aujourd'hui, vous avez bien vu que notre environnement est vraiment touché par tout ce qui se passe aujourd'hui. Et selon moi, c'est notre avenir et il faut absolument agir pour pouvoir faire quelque chose pour nos enfants et pour les générations à venir. Donc, est-ce que quand vous avez choisi votre formation, vous aviez déjà une idée des métiers que vous souhaiteriez exercer, ou du moins des spécialités vers lesquelles vous orientez, ou est-ce qu'il y a quelque chose au cours de votre première année qui vous a permis, qui a été déterminant dans votre choix ? Pour moi, alors au début de la licence sciences de la vie, je ne savais vraiment pas quoi faire à l'issue de ma licence. Mais avec les enseignements que j'ai eus durant la première année ainsi que la deuxième année, j'ai remarqué que j'aimais bien, j'étais vraiment intéressée par tout ce qui touchait les énergies renouvelables, parce que aujourd'hui il y a beaucoup trop de pollution et qu'il faudrait se tourner plus vers une économie verte. Et... D'accord. Alors, pour ma part, je souhaitais devenir enseignant au collège comme prof d'SVT. Mais petit à petit, j'ai pensé me tourner comme consultant à la direction de l'environnement pour peut-être aider à faire des projets qui puissent mettre en valeur notre environnement et aussi la protéger. Et alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés à votre arrivée à l'université ? J'imagine que c'était très différent du lycée. Vous avez eu des surprises peut-être ? Comment est-ce que vous avez réussi à y faire face ? Alors, passer du stade d'élève au lycée et arriver ici en tant qu'étudiant, c'était comme une grande montagne à gravir. On avait des difficultés à se repérer, l'université c'est très grand. On avait aussi beaucoup de mal à assimiler les nouveaux enseignements qu'on avait. Mais c'était petit à petit qu'on s'est lancé dedans et qu'on a pu, grâce aux plateformes qui sont mises en place à l'université, telles que Espadon, suivre des cours, avoir un support pour réviser. Et c'est pas pareil que le lycée, on n'a pas... c'est pas qu'on n'a pas de suivi, mais on n'a pas de... Voilà, on est plutôt autonome, on doit travailler et avoir faire beaucoup de révisions et de travail personnel. Il a exactement tout dit, mais j'aimerais dire qu'il faut vraiment
dès que vous arrivez, il faut prendre vos marques et il faut rien lâcher. Peut-être qu'au début, ça sera difficile, mais c'est pas pour autant qu'il faut lâcher parce que c'est sûr que quand tu commences une nouvelle chose, c'est jamais facile et du coup, il faut vraiment tenir le coup et continuer et travailler. D'accord. Donc là, on a abordé les aspects très formation de votre vie à l'université, mais peut-être que ça ne se résume pas qu'à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le campus une fois qu'on a bien travaillé, qu'on a fini tout son devoir, tous ses travaux personnels et qu'il nous reste un peu de temps? Alors, l'université propose beaucoup d'emplois étudiants. Du coup, si vous travaillez très bien à l'école, si vous êtes prêt à pouvoir faire autre chose à côté, vous pouvez postuler pour devenir vacataire. Donc moi, je suis vacataire au COSIP depuis le début de l'année 2020. Et voilà. Donc le COSIP, juste tu peux repréciser de quoi il s'agit? Alors le COSIP, c'est le Centre d'orientation des stages et de l'insertion professionnelle. Du coup, elle se charge de vous orienter si jamais, lorsque vous arrivez à l'université, vous avez choisi la licence sciences de la vie, mais qu'au bout de quelques mois, vous souhaitez vous réorienter, c'est vers le COSIP qu'il faut se tourner. Si vous voulez faire des stages, c'est aussi vers le COSIP. Si jamais vous avez besoin d'aide justement pour rédiger votre lettre de motivation ou votre CV pour postuler à un emploi étudiant, c'est vers le COSIP que vous pouvez vous tourner. Merci beaucoup pour cette pub. Merci. Et bien, tout comme pour Nike, je suis également vacataire, mais on n'est pas dans le même service. Moi, je suis à la MOUV, la Maison des œuvres universitaires. Dans ce service, on gère principalement l'assiduité des boursiers, que ce soit du territoire et de l'État à l'université. On gère aussi tout l'aspect social, c'est-à-dire le complément familial, les aides qu'on peut accorder aux étudiants pour qu'ils puissent bien se sentir et avoir tous les moyens et toutes les aides qu'ils peuvent avoir à leur disposition. Mais à part ça, on est là aussi pour conseiller les étudiants dans leurs démarches, les bourses, les demandes de logement. Et bien évidemment, on invite les étudiants à venir proposer leurs projets chez nous afin qu'on puisse mettre leurs idées en place. Alors, tu viens d'aborder un aspect très important de la vie à l'université. Alors, comme on vient de le voir, la marche parfois peut être un peu haute, tant d'un point de vue pédagogique, mais aussi tout simplement le fait d'évoluer dans un nouvel environnement. À l'université comme ailleurs, si vous vous inscrivez dans une formation en dehors de l'UPF, vous aurez des services à votre disposition pour vous accompagner. Évidemment, en premier lieu, votre équipe pédagogique, les enseignants qui vous encadrent, mais également d'autres services sur lesquels vous pouvez vous appuyer si vous vous sentez un peu perdu ou que vous êtes boursier ou que vous avez besoin si vous avez des difficultés financières. Il y a des gens qui sont là et des services qui sont là pour vous accompagner, pour faire en sorte que vous réussissiez votre parcours dans l'enseignement supérieur. Je m'adresse à nouveau aux enseignantes. Donc on a justement abordé beaucoup les matières plutôt théoriques de vos formations. Est-ce qu'il y a des périodes de stage ou des moments de formation en entreprise dans vos filières ? Oui, en sciences de la vie, on a un stage obligatoire en 3e année. Alors, on conseille toujours aux étudiants d'effectuer ce stage entre la 2e et la 3e année. Donc, ça permet de connaître le milieu professionnel, de prendre contact aussi avec le tissu socio-économique. Et puis, quelquefois, de se rendre compte de ce qu'on n'aimerait pas faire. Parce qu'on a des étudiants donc, qui choisissent un stage parce qu'ils pensent par exemple bien aimer, je vais choisir, ils voudraient être vétérinaires et alors ils font leur stage dans une clinique vétérinaire, puis finalement au bout du stage ils se disent non, c'est pas ça que je veux faire. Donc ça c'est aussi une façon de voir les choses, hein, mais beaucoup de nos étudiants choisissent un stage, trouvent un stage dans le domaine qui leur plaît et ça les conforte aussi dans leur choix. Donc ça c'est une bonne chose qui est cette pré-professionnalisation
en licence. Et donc ça permet aux étudiants vraiment de stabiliser leur choix. Je pense que c'est bien. Et il s'agit d'un stage obligatoire qui conditionne l'obtention du diplôme ? Oui, c'est un stage obligatoire de 4 semaines au minimum. On estime qu'il faut à peu près ce temps-là et pour l'étudiant pour pouvoir prendre ses marques et puis réaliser la mission qui lui est confiée, et puis aussi pour l'entreprise qui engage l'étudiant en stage pour avoir un petit peu un retour sur investissement, je dirais. Donc 1 mois, ça nous paraît bien, ça peut être un petit peu plus, mais en général, on conseille pas moins. Et c'est un stage qui conditionne effectivement l'obtention de la licence au semestre 5, donc au début du semestre 5, entre la rentrée universitaire du mois d'août et puis la mi-septembre ou la fin du mois de septembre, eh bien, les étudiants qui ont réalisé leur stage pendant les vacances d'été nous présentent un rapport de stage et ils soutiennent également leur rapport de stage devant les autres étudiants. Ça leur permet d'avoir un public, ça leur permet de s'habituer à parler devant un public. Et puis de préparer un support qui permet aussi aux autres de suivre. Donc, et puis et le rapport et la soutenance de stage font l'objet d'une évaluation et donnent lieu donc à l'obtention de l'unité d'enseignement correspondante. Et comment ça se passe en LAS ? Alors, pour l'AS, donc pour la L1 Sciences de la vie accès santé, seuls les lauréats pour médecine et dentaire, en otologie, auront un stage d'observation en soins infirmiers à faire au CHPF au mois de juillet avant de s'envoler pour Bordeaux. Sinon, ensuite, ils intègrent, en fait, s'ils n'ont pas été lauréats en première année, ils intègrent la licence. Et donc, là encore, en deuxième année, ils se retrouveront à faire le stage. D'accord, très bien. Alors, on va pas tarder à passer à la partie réponse à vos questions, mais peut-être qu'avant, il y a encore des éléments qu'on n'a pas abordés que vous souhaiteriez préciser par rapport aux formations que vous représentez ? Non, oui, je pense qu'on a à peu près tout dit. D'accord. Donc, ce qu'on peut peut-être retenir de cette première partie, on a abordé donc évidemment les matières scientifiques, mais dans votre candidature, veillez à votre lettre de motivation. Elle est lue, donc il faut porter une grande attention à cette lettre. Et tous les éléments que vous pourrez mettre qui démontreront votre appétence pour ces matières-là seront forcément déterminants en votre faveur au moment de la lecture des dossiers. Est-ce que nous avons des questions ? Merci beaucoup. Alors, combien y a-t-il de places en deuxième année de licence pour pouvoir aller en médecine ? Alors là, la question est un petit peu mal posée. C'est pas une deuxième année de licence. Pour aller en deuxième année de médecine, eh bien, c'est discuté chaque année. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas leur répondre sur le nombre de places qui seront offertes l'année prochaine. Effectivement, oui. Normalement, ce sera autour de 10. D'accord. Mais voilà, la précision, c'est qu'il y aura vraiment 2 contingents de places. Un contingent pour la L1 et un contingent pour ceux qui voudront retenter leur chance en L2 ou en L3. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose, un aspect qui mérite d'être explicité parce que c'est des questions qu'on retrouve nous souvent aussi quand on accueille des lycéens ou même des étudiants. Il peut y avoir des confusions à ce niveau-là. Donc, Voilà. Mais bon, on espère pour la rentrée 2021-2022 savoir à peu près le nombre de places qu'on pourra offrir en octobre. D'accord. Alors, dans le même ordre d'idées, il y a pas mal de questions pour la LAS. Combien d'années d'études pour devenir médecin ? C'est au minimum 8. Après, en fonction des spécialisations, ça peut monter à 13 ou 14. Voilà. On s'aventure dans de longues études. D'accord. Donc, ce qui est rassurant pour les futurs patients. Oui, tout à fait. Et je vais continuer sur la LAS. Est-ce qu'on a des chances de pouvoir intégrer la LAS après un bac ST2S ? Alors, des chances d'intégrer la L1, non, puisque vous allez être orienté vers la formation PAD. Voilà. D'accord. Ce sera le fameux WICI, effectivement, qui est donné. Donc, ce n'est pas vraiment un nom définitif, mais ce ne sera pas une voie directe Non, ce ne sera pas une voie directe.
Et enfin, pour les aspects paramédicaux, quelles études faut-il suivre pour devenir kiné? Alors nous ne préparons plus à cette formation. Donc il va falloir se tourner vers des formations qui sont effectuées en métropole. D'accord. Donc ça, c'est aussi une information importante. Si c'est vers ce métier que vous vous destinez, sachez qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible de le faire sur le Fénois. Il faudra forcément aller... Voilà, c'est pareil pour les autres formations paramédicales que l'on proposait à l'époque avec la PACES, donc psychomotricien ou ergothérapeute. C'est pareil, nous ne préparerons plus pour ces formations. On se consacre uniquement aux formations santé. D'accord. Pour la licence sciences de la vie, est-ce que vous pouvez citer quelques secteurs porteurs en ce moment dans le domaine de la biologie et notamment ici en Polynésie? Alors, je dirais le secteur porteur, c'est le secteur de l'environnement. Alors, c'est un secteur qui est très large. Ça va du conseil jusqu'à la gestion et la valorisation des ressources naturelles. C'est ce qui est porteur, je pense, en Polynésie en ce moment et qui sera encore porteur dans les années à venir. L'aménagement du territoire également. La cosmétologie aussi, alors ça c'est un domaine un petit peu plus paramédical, les biotechnologies, cosmétologie, le contrôle de qualité. Qualité, sécurité en santé, mais aussi en industrie alimentaire. Il y a aussi le milieu de l'animation culturelle. Je sais qu'on a certains de nos étudiants qui s'intéressent à l'animation culturelle, scientifique et technique. Donc c'est aussi une voie qui est porteuse. Voilà, c'est un petit peu les domaines qui seraient immédiatement possibles en fait sur le territoire. Ouais. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup pour ces précisions. Je vais peut-être laisser le mot de la fin aux étudiants. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux futurs étudiants qui viendraient s'inscrire à l'UPF et plus précisément soit en LAS, soit en licence sciences de la vie? Oui. Alors, être étudiant, c'est une vie que tu mènes avec beaucoup d'autonomie. C'est beaucoup d'expérience et c'est aussi beaucoup de partage, puisque avec les autres camarades que tu auras et tes amis qui seront là, vous vivrez des choses pas comme au lycée. Vous aurez beaucoup plus d'affinité avec les matières que vous allez apprendre parce que vous allez beaucoup les réviser. Mais personnellement, le statut d'étudiant, c'est carrément autre chose. C'est découvrir plus, c'est être plus libre, mais aussi c'est être plus autonome dans toutes les décisions qu'on devra prendre en tant qu'étudiant. Moi, c'est comme d'habitude, c'est toujours la même chose, il a raison. C'est peut-être quelque chose de nouveau, mais il faut savoir que l'université fait quand même beaucoup de choses pour nous faire réussir, parce peut-être qu'ils ne nous suivent pas autant comme au lycée, mais ils font quand même quelque chose de remarquable, ils sont toujours là derrière nous pour nous aider. Ça ne sera pas visible comme au lycée parce que les profs ils étaient souvent là derrière. Aujourd'hui, à l'université, ils ne sont pas autant là, mais ils seront là si tu demandes. Si tu n'as pas la force de demander, ils ne t'aideront pas parce qu'ils veulent pas. Je comprends, ils ne veulent pas perdre leur temps à aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Donc, si tu veux être aidé, il faut vraiment demander de l'aide. Ils seront là pour t'aider. Et l'université, c'est quelque chose de nouveau. Mais il faut bien que le petit oiseau s'envole, parce que maintenant, le petit oiseau devient un très grand oiseau. Voilà. Merci beaucoup pour cette image très poétique pour la fin de cette conférence. Mais effectivement, vous avez abordé tous les deux quelque chose d'essentiel à partir de maintenant, après le lycée. Déjà là, en effectuant vos choix et vos candidatures dans les différentes formations, qu'elles soient sélectives ou non,
vous devenez acteur de votre scénario, que ce soit votre choix d'études, mais aussi plus tard votre choix de parcours professionnel. Donc à partir de maintenant, c'est vraiment très important de prendre les manettes de votre vie, sans être trop mélodramatique. Mais pour ça, donc, vous êtes accompagné. Je vous rappelle également que vous pouvez trouver toutes les formations qui existent sur le Fénois dans le guide post-bac, qui va être bientôt disponible dans vos établissements. Donc c'est un outil très intéressant pour avoir un panorama de ce qui existe et vous guider et vous orienter dans vos choix. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous appuyer sur les personnels qui sont présents dans vos établissements. Vous pouvez également nous contacter ici à l'UPF. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et puis, je voudrais rappeler également donc, que les journées de l'orientation post-bac continuent jeudi. Donc, il y a pas mal de formations qui n'ont pas encore été abordées, notamment dans le domaine des langues et des lettres. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre jeudi. Et il y aura également des tables rondes pour vous aider à naviguer dans Parcoursup, à vous aider à construire votre projet motivé et à parler des bourses, des logements et des transports. Donc, on espère vous retrouver également très nombreux jeudi. Il me reste à souhaiter une bonne après-midi à mes intervenants, à les remercier vivement pour leur disponibilité et à vous retrouver donc jeudi. Merci Isabelle. Merci Isabelle.